13 février 1966. Cracovie, Pologne. Les enfants font de la luge, mais Karol Kot, 19 ans, est à la recherche d'un tout autre genre de sensations fortes. C'est quelqu'un qui a choisi de faire le mal. Il connaissait la différence entre le bien et le mal, et pourtant, il a choisi de nuire aux autres. Karol voit un garçon de 11 ans marcher seul et s'approche de lui. La presse l'a qualifié de vampire et de bête. Les gens avaient vraiment peur. Poussé par une insatiable soif de sang, Karol saisit le garçon et enfonce à plusieurs reprises sa baïonnette dans la poitrine de l'enfant. Il le poignarde 11 fois et perfore tous ses organes vitaux. Kot a tué alors qu'il était étudiant, à l'âge de 21 ans. Il avait déjà été jugé pour 2 meurtres et 10 tentatives de meurtre. Le plaisir pervers qu'il a eu à agresser les victimes les plus vulnérables fait de Karol Kot l'un des pires criminels au monde. Cracovie, sud de la Pologne. À partir de 1964, un jeune homme, Karol Kot, développe un attrait pour le sang qui lui vaut le surnom de vampire de Cracovie. Durant 2 ans, il va terrifier toute une population. Kot est sans conteste l'un des pires tueurs au monde, notamment parce qu'il a tué toutes ses victimes alors qu'il était lycéen. Il n'avait aucun remords, et il était si jeune. C'est vraiment choquant de voir un garçon qui n'a même pas 20 ans tuer si efficacement et manquer à ce point de conscience. Encore étudiant, Karol Kot a tué 2 personnes. Un garçon de 11 ans lors d'une compétition de luge et une femme de 86 ans alors qu'elle priait. Karol a tenté d'en tuer au moins une douzaine d'autres. Fascinée par cette sinistre histoire, Martha a écrit un livre sur Karol Kot. Les femmes avaient peur de se rendre à l'église. Certaines d'entre elles qui y allaient attachaient dans leur dos des morceaux de métal ou d'autres objets comme des oreillers afin d'être bien protégées. Tomasz Konopka, médecin légiste, a étudié de près l'affaire Karol Kot. Karol Kot n'a en tout et pour tout tué que 2 personnes. Mais la façon dont il a tué, son approche du meurtre, était unique. Tuer lui procurait du plaisir. L'une des caractéristiques de Karol Kot, c'est qu'après avoir tué, il prenait un grand plaisir à lécher le couteau et à goûter le sang. Ce détail assez vampirique a rendu ces crimes tout à fait uniques. L'histoire de ce tueur commence il y a un peu plus de 70 ans. Karol Kot naît à Cracovie, dans le sud de la Pologne, le 18 décembre 1946, dans une famille de classe moyenne. À première vue, il connaît une enfance saine et heureuse. Son père travaillait comme ingénieur, sa mère restait à la maison. C'était une famille assez respectable. C'était une bonne famille aimante. Sa mère ne travaillait pas. Il n'avait donc pas besoin d'aller à l'école maternelle. Et il a été élevé dans un quartier juif de Cracovie. À l'âge de 8 ans, Karol Kot a vu l'arrivée d'une petite sœur. Je pense que ça l'a beaucoup perturbé. Il avait l'habitude d'être au centre de l'attention depuis 8 ans. Il a pensé qu'elle était la préférée, peu importe que ce soit vrai ou non. Dans la dynamique familiale, ce n'est pas ce que font ou non les parents qui importe, mais la façon dont les enfants le perçoivent. Il pense qu'il a été repoussé. Il s'est senti mis de côté.
Plus tard, Carol Cott a dit que ses parents l'aimaient plus que lui. C'est pour ça qu'il l'a maltraité, qu'il a essayé de rétablir un ordre militaire à la maison. La relation de Carol Cott avec sa sœur est un signe avant-coureur. C'est là, je pense, quand les choses ne se déroulaient pas comme il le souhaitait, qu'il a commencé à s'exprimer de manière dysfonctionnelle. Et ça a petit à petit pris de l'ampleur. Un autre signe qu'il ne va pas bien. Carol est cruelle envers les animaux. Ils avaient 2 chats à la maison et il les maltraitait. Il les balançait contre les murs, ce genre de choses. Souvent, lorsqu'on étudie l'enfance des tueurs en série, on constate qu'ils ont exercé une certaine forme de violence envers les animaux. Et c'est quelque chose qu'ils font pour garder un certain contrôle, parce qu'il y a eu un traumatisme, de l'inquiétude, un sentiment de marginalisation ou d'abandon. En vacances en famille au village de Peczym, à 50 km au sud de Cracovie, Karol développe une passion contre nature. Il avait développé une fascination pour les abattoirs. Pendant les vacances, il demandait à ses parents à aller à l'abattoir. C'est quelque chose d'assez inhabituel chez un jeune homme de 10-12 ans. C'est là qu'il a compris qu'il aimait le sang, qu'il était fasciné par le sang. Il en parlait. Il avait remarqué que le sang était encore chaud, qu'une vie venait juste de s'éteindre. C'était quelque chose de très spécial pour lui. Lorsqu'il se trouvait à l'abattoir, il est survenu quelque chose d'absolument invraisemblable. Un employé a fait couler du sang dans une tasse et lui a tendu pour qu'il la boive. Il pensait que ce garçon allait paniquer. Il s'est produit l'inverse. Il a bu le sang et ce sont les autres qui ont paniqué. On a un enfant qui part en vacances en famille à la campagne. Qu'est-ce que font les enfants normaux? Qu'est-ce qui les intéresse? Ils veulent jouer, courir dans les bois, cueillir des fleurs peut-être, nager si c'est possible. Carol Cott, lui, de quoi rêve-t-il? Il veut découper un animal. Il veut boire le sang de l'animal. Et il veut le faire devant les gens. Il veut qu'ils s'en amusent ou qu'ils en soient étonnés. C'est un comportement très rare. À la même période, le jeune Karol développe un fétichisme troublant. Il a dit qu'il avait une passion immense pour les couteaux. Il admirait les couteaux. Et il pouvait parler des couteaux dans un langage extrêmement sophistiqué. Cette étrange obsession va bientôt s'avérer mortelle. C'est une arme. C'est quelque chose qu'il peut utiliser pour menacer d'autres personnes. Et porter un couteau lui donne le sentiment d'être important, puissant. Ensuite, il s'est demandé ce que ça pouvait faire de planter un couteau dans un corps. Comme il manquait de courage, il a commencé d'abord par blesser de petits animaux. Il s'est rendu compte que le sang l'excitait. Karol, encore lycéen, rejoint un club de tir où il rencontre une fille, Denoucha, qui devient vite son obsession. Elle a 6 ans de plus que lui. Ils sont devenus amis. Mais je pense qu'il envisageait cette relation un peu différemment. Je pense qu'il était amoureux d'elle. Dans ce cas, je pense qu'on n'est pas dans une relation d'égal à égal, parce qu'on a affaire à un jeune garçon qui a des difficultés avec les autres et qui n'a pas les codes sociaux. Dans une tentative tordue pour impressionner Denoucha, Karol lui révèle certains de ses fantasmes sadiques et de ses actes cruels. J'imagine qu'elle le trouve mignon, qu'elle croit que ses histoires sont fausses. Et tout ça ne l'excite pas. Et d'une certaine façon, c'est exactement ce dont Karol a besoin. Il a besoin de quelqu'un qui l'écoute, auprès de qui se vanter, à qui il peut raconter son histoire, avec qui il peut vivre à nouveau, qui ne se met pas à paniquer. Lors d'une sortie du club de tir, le jeune Karol ne peut pas contenir ses pulsions violentes.
Après lui avoir dit qui il était, il a tenté de le lui prouver en l'attaquant. Et il a même commencé à l'étrangler. Il l'a attaqué. Il a sorti un morceau de verre cassé de sa poche. Il lui a dit qu'il allait lui trancher les poignets et l'a jeté dans la rivière pour que ça ressemble à un suicide. Tout cela naît de frustration. Il ne peut pas obtenir ce qu'il veut. Et la seule façon qu'il connaisse d'obtenir quelque chose, d'après son expérience, c'est d'être violent, de maltraiter, de manipuler. Mais cela ne marche pas vraiment avec Danusha. Elle réagit de façon très intéressante. Elle rit, elle ne prend pas ça au sérieux, et elle lui dit que tout le monde sait qu'ils sont ensemble ce jour-là. Elle ajoute, si tu me tues, tu seras coincé. Lui s'est arrêté. Cette fille a réagi de façon très impressionnante. Cette répartie qu'elle a eue sur le moment lui a probablement sauvé la vie. Mais le 21 septembre 1964, le jeune homme de 17 ans se sent pour la première fois obligé d'attaquer une personne inconnue. Carol Cott a raconté que ce jour-là, l'envie de tuer était intense, qu'il n'arrivait pas à se calmer. Et il a commencé à marcher dans la ville avec un couteau. Il pensait s'en prendre à une femme seule dans une église. Et c'est là qu'il est allé et qu'il s'est mis à attendre. Il est sur le point de repartir quand Elena, 48 ans, entre dans une église du centre de la ville pour prier. Il a sorti une baïonnette allemande de son fourreau et l'a frappé dans le dos. Il l'a frappé juste une fois, dans le dos, en essayant d'atteindre directement le cœur. Les personnes qui se font poignarder parlent très souvent d'une sensation de coup de poing. On n'a pas nécessairement la sensation de pointe que l'on imagine. C'est un choc soudain, une sensation désagréable. C'est seulement quand le sang coule que la personne comprend ce qui se passe. Et vu le caractère soudain de l'attaque, je pense que la victime n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Chose surprenante, la femme de 48 ans survit. Lorsqu'on frappe quelqu'un dans le dos, on cherche d'abord à créer des dommages au cœur, aux poumons, qui devraient être fatals. Mais généralement, la mort n'est pas instantanée. La femme n'a pas compris ce qui était en train de se passer. Elle n'a probablement ressenti aucune douleur. Elle ne s'en est rendue compte que lorsque, dans un magasin, quelqu'un lui a dit que ses vêtements étaient tachés de sang. Ce qui est intéressant avec la première attaque, c'est qu'elle montre à quel point il est novice. Il n'avait aucune chance de tuer de cette manière. Il ne comprend pas vraiment comment tuer quelqu'un. C'est comme s'il tâtonnait. Il se précipite, frappe et attend que quelque chose se produise. Il pensait qu'il aurait devant lui un cadavre et du sang partout. Mais la soif de sang de ce garçon sadique est loin d'être étanchée. On a donc un individu qui associe la puissance, le statut, avec la douleur. Il ne se soucie pas de savoir si sa victime meurt ou pas. Cracovie, Pologne, 23 septembre 1964. 2 jours seulement après la première attaque, Carol Cott, 17 ans, rôde à nouveau. Sa prochaine cible est une femme âgée choisie au hasard. La seconde attaque a lieu seulement 2 jours plus tard. Je pense que ça illustre à quel point il a apprécié la première, à quel point il voulait prolonger la sensation ressentie. Pour ma part, je pense qu'il dessinait son propre destin, la vie de Carol Cott. Il s'épanouissait, se muait en un tueur à part entière. Je pense que c'est ce dont il rêvait. Le papillon émergeait de la chrysalide. Carol veut tuer à nouveau. Mais vu son gabarit, il est une victime qui sera incapable de se défendre.
Il y a un point commun à tous les incidents. Il n'a attaqué que des personnes isolées. Il n'y avait pas de témoins. Le choix des victimes n'est pas le fruit du hasard. Les personnes âgées, et les femmes âgées en particulier, sont les cibles des tueurs en série. Parce qu'elles sont physiquement plus faibles, qu'elles sont souvent seules, et que leur très grande vulnérabilité fait d'elles des proies faciles. La victime suivante est une femme de 78 ans, appelée Francisca. Carol la voit descendre d'un tramway. Quand elle entre dans l'immeuble, il l'attaque. Il l'a poignardée dans le dos aussi. Cette fois, elle a ressenti la douleur plus rapidement. Mais là encore, Scott disparaît. Francisca survit à l'agression, mais les séquelles physiques sont très importantes. La colonne vertébrale a été endommagée et elle a eu des problèmes pour marcher tout le restant de sa vie. Je pense que Scott a essayé de tuer toutes ses victimes. Mais il n'était pas prêt à rester assez longtemps pour s'en assurer. Il essayait de s'échapper. La nouvelle de ces attaques choquantes se répand dans tout Cracovie. Mais cela ne fait qu'enhardir Carol Cott, 17 ans. On a parlé de ces événements. Les habitants vivaient un peu dans la peur. Ils devaient grandement se réjouir de la terreur qu'il avait semée. Dès lors, les attaques se sont intensifiées. Elles sont devenues plus violentes, plus graves, plus longues. 6 jours plus tard, le 29 septembre 1964, Carol aperçoit une femme âgée près d'un couvent à Cracovie. Armé de sa baïonnette, il la suit à l'intérieur. Elle aussi a été poignardée par derrière. Mais cette attaque-là semble avoir été plus brutale. Scott a enfoncé son arme avec beaucoup plus de sauvagerie et de force. Jamais de la vie, on ne s'imagine une personne s'avancer et frapper au hasard. C'est incroyablement choquant. Cette fois-ci, la victime, Maria, 86 ans, décède. Mais elle réussit néanmoins à dire quelques mots à la sœur qui la découvre. La religieuse a dit que quand elle s'est approchée d'elle, elle était allongée au sol et respirait bruyamment. Elle a prononcé 2 mots, « jeune garçon ». Thomas Konopka, médecin légiste de renom, travaille dans l'hôpital même où l'autopsie de Maria a été effectuée. L'examen post-mortem a eu lieu dans cet hôpital, dans la salle d'autopsie. Il s'est avéré à l'examen que la plaie n'était pas profonde. La lame du couteau a traversé le dos, les muscles, pour finir sa course dans la colonne vertébrale. La conclusion était qu'à cause de la douleur et du choc qui étaient liés au coup de couteau, son cœur a fini par lâcher. C'est cela qui a provoqué la mort. Le meurtre insensé commis par un lycéen fait la une des journaux polonais. La ville entière a été prise de panique. Les gens avaient peur de sortir le soir, surtout les femmes. Les gens étaient invités à ne pas sortir seuls, à ne pas aller seuls à l'église. Je pense qu'il était très difficile pour les habitants de Cracovie d'imaginer qu'un jeune homme pouvait être le responsable. Mais l'incrédulité s'est très rapidement muée en peur. Et à l'automne 1964, les attaques au couteau s'arrêtent soudainement. Je pense qu'il s'est calmé après avoir réussi, pour la première fois, à tuer quelqu'un. Il continuait à aller à l'école, à son club de tir, à mener tranquillement une vie normale. Carol n'est pas menacée, mais ses désirs mortels n'ont pas cessé. En réalité,
ses pulsions meurtrières s'intensifient. Il semble avoir cessé de tuer pendant une période de 2 ans. Mais pendant tout ce temps, il a quand même continué à avoir des pensées violentes et des fantasmes violents. Il continuait de ressasser toutes ces choses. Il veut toujours tuer, mais cette fois, il veut tuer en masse. Ainsi, à la fin de l'année 1964, Carol Cott change son mode opératoire. Il trouve de nouveaux exutoires à ses pulsions. Il se tourne vers le poison et les incendies. Il veut faire du mal. Il a toujours l'intention de blesser d'autres personnes. Il a avoué qu'il avait prévu de tuer un grand nombre de personnes. Il change de méthode et privilégie le feu et le poison. Par exemple, il mettait du poison dans une bouteille de bière. Puis il laissait cette bouteille quelque part, dans l'espoir que quelqu'un la ramasse et la termine. Mais heureusement, le plan de Carol échoue. Quand on étudie son comportement, on voit bien à quel point il ne sait pas décrypter les liens sociaux ordinaires. Il fait des choses comme aller boire dans des établissements, laisser de côté une boisson à moitié bue contenant une dose mortelle de poison. Il attend que quelqu'un la ramasse et tombe raide mort. Il ne sait pas quels sont les usages en société. Les gens ne se promènent pas dans les bars pour ramasser et finir les bouteilles. Les gens ne font pas ça. Carol se tourne ensuite vers l'incendie. Il a déclenché au moins 4 incendies criminels. On ne le sait que d'après ses dires, parce que ces incendies criminels ont échoué. Par exemple, il a versé de l'essence sur du tissu dans une pièce en espérant que ça y mette le feu. Ça n'a pas marché. Il a essayé de mettre le feu à un grenier. Il a dit qu'il y avait de la fumée et du feu, mais pas de fournaise. Fort heureusement, personne n'a été tué dans ces 4 incendies. Encore une fois, il ne sait même pas comment mettre le feu. Il ignore comment faire s'embraser toute une structure. Il essaie juste de trouver un moyen de causer des morts de la façon la plus simple. Mais il ne semble pas y parvenir. En février 1966, 17 mois après le premier meurtre, Carol ne peut plus contenir son envie de tuer à nouveau. Je pense qu'il a certainement dû fantasmer durant toute cette période sur les attaques qu'il a menées auparavant. Il a mené des attaques très violentes qui ont eu un impact réel sur la communauté locale. Il a créé de la peur et il s'en réjouissait. Et lorsqu'il va frapper à nouveau, ça va être quelque chose d'horrible. Cette fois, il change de direction. Il ne cible plus les femmes âgées. Il cible les enfants. Il se rend sur une colline du coin où les enfants en particulier viennent faire de la luge. Le dimanche 13 février 1966, Carol Cott cherche une cible facile lorsqu'il aperçoit Lessec, 11 ans. Il marchait seul parce qu'il était un peu en retard à la compétition de luge. Et Cott, lui, cherchait une victime. Lessec a probablement dû être surpris par la vitesse de l'attaque. Et cette attaque est vraiment brutale. Il tourne le garçon vers lui. Il le poignarde 11 fois. C'est une véritable montée en puissance. Il ne tue pas seulement cet individu, il recourt à beaucoup plus de violence que nécessaire pour le faire. Il s'agit donc de plus que cela. Il s'agit d'anéantir complètement quelqu'un. Il s'agit de dire « je peux vous faire tout ce que je veux ». C'est une question de statut, de pouvoir et d'affirmation de soi. On peut dire que, généralement, les blessures infligées par un couteau ne sont pas extrêmement douloureuses. Souvent, cela fait l'effet d'un coup de poing. Mais ce qui, en revanche, est particulièrement déconcertant, c'est le caractère soudain
la rapidité de l'agression, quelques secondes dans le cas présent. Et puis viennent la perte de connaissance, puis la mort. On passe d'un enfant ordinaire qui a des activités normales à un cadavre. L'autopsie révélera que Carol a perforé tous les organes vitaux du jeune garçon de 11 ans. Les coups de couteau étaient profonds. Ils ont endommagé la aorte, le cœur, les poumons et le foie. Le garçon n'avait aucune chance de survivre. Tandis que les secs se vident de son sang, Carol s'en va. Il l'a laissé comme ça et il est parti. Ce qui m'a aussi surpris, c'est qu'il a dit qu'il était allé directement à la pâtisserie. Il a acheté des gâteaux et les a emportés chez lui. L'attaque sur le garçon de 11 ans est le signe évident que Carol a franchi un palier. Voici Cott sous un nouveau jour. Il s'est enfin épanoui. Il est absolument déterminé à détruire sa victime. Il ne lui faudra pas longtemps pour en choisir une autre. Cracovie, sud de la Pologne. Fin février 1966, Carol Cott, âgée de 19 ans, a violemment attaqué 4 personnes avec un couteau, en tuant 2. Maria a 86 ans et un garçon de 11 ans, Leszek. Mais sa soif de sang est loin d'être étanchée. Le 14 avril 1966, 2 mois après le dernier meurtre, Carol frappe à nouveau. Il attaque une fille de 7 ans. Il s'en prend donc à des personnes vulnérables, à des gens qu'il pense pouvoir contrôler, sur lesquels il a du pouvoir. Il se cache dans la cage d'escalier d'un immeuble de la ville et attend qu'une cible satisfaisante se présente. Sa décision dépendait entièrement de qui allait apparaître. Une fille de 7 ans s'est approchée des boîtes aux lettres. Il s'est dirigé vers elle, l'a attrapée d'une main et l'a poignardée de l'autre. Il l'a poignardée 8 fois et l'a laissée là, pleine de sang. Chose incroyable, Malgosia, 7 ans, survit à cette attaque brutale. Mais les séquelles psychologiques ne disparaîtront jamais. Parce qu'il est en train de former sa vision du monde, sa vision des autres, un enfant qui est la cible d'un autre enfant qui le frappe au hasard est marqué à vie. Cela va profondément affecter sa relation avec les autres personnes. Très souvent, les gens qui sont attaqués enfants peuvent s'en sortir. Ils peuvent connaître une vie épanouie et se remettre de leur traumatisme. Mais c'est quelque chose qui, d'abord, pendant un certain temps, va profondément les dérouter. Après cette attaque brutale, Cott va retrouver Denoucha, avec qui il est encore en lien, et lui raconte l'agression sur la fillette. Il lui dit ce qu'il a fait. Je ne pense pas qu'il s'agisse de remords ou d'une quelconque catharsis. C'est plus, regarde-moi, regarde ce dont je suis capable. Ça t'impressionne, hein? J'ignore pourquoi Cott décide de se vanter de cette attaque. Elle ne le croit pas. Elle pense que c'est faux, que c'est encore une de ses inventions. Jusqu'à ce qu'elle découvre l'attaque au couteau à la une d'un journal local. Denoucha découvre alors l'horrible vérité. Elle se rend compte que l'homme, le jeune homme qu'elle connaît, est peut-être plus dangereux qu'elle ne le pensait. Elle parle à un psychiatre du récit de Cott. Celui-ci lui conseille d'aller voir la police. En fin de compte, la seule personne au monde en qui il pouvait avoir confiance est celle qui le condamne. Pour les enquêteurs, les informations de Denoucha s'avèrent cruciales afin d'identifier le jeune tueur qui a fait trembler Cracovie durant 2 années.
Avec la description donnée par certaines des victimes qui ont survécu, Carol Cott devient désormais le suspect numéro 1. Mais la police ne l'arrête pas immédiatement. Entre les mois d'avril et de juillet, ils l'ont placé sous surveillance, et il y avait une bonne raison à cela. Ils voulaient être absolument sûrs qu'il était conscient de ses actes, qu'il était sain d'esprit. Ils voulaient le laisser passer ses examens pour le prouver. La police a donc attendu qu'il ait terminé ses examens avant de l'arrêter. Mais c'était une stratégie très risquée de patienter pour arrêter quelqu'un qui avait commis plusieurs agressions violentes. Je pense que la population a vraiment été mise en danger. Au cours de l'été 1966, quelques mois après la dernière attaque, la police place Carol Cott en détention. Il est arrêté à l'école, après les derniers examens. Je pense que cela montre bien à quel point l'affaire est horrible. Ces crimes odieux ont été commis par quelqu'un de jeune et que la police va arrêter au beau milieu de l'école. Le moment le plus frappant de l'affaire a été l'arrestation de Carol Cott. Tout le monde s'est rendu compte que la bête qui avait fait peur à tout le monde si longtemps, pendant 2 ans, n'était qu'un jeune lycéen. Le jeune homme est donc en état d'arrestation. On peut vraiment dire que Cracovie a poussé un soupir de soulagement. Les gens ont cessé d'avoir peur. Mais Cott n'est pas prêt à admettre sa culpabilité. Mais lorsqu'il a été présenté aux 2 dames âgées qui ont survécu aux premières attaques, il a été immédiatement identifié. Il a même dit à l'une d'elles qui a crié « c'est lui » qu'il pouvait se charger de terminer le boulot. Carol Cott n'a d'autre choix que d'avouer ses crimes. Cott ne plaide pas l'innocence. Il est fier de sa culpabilité. C'est ce qu'il a toujours voulu. C'est ce qu'il s'était imaginé pour lui-même. Il leur raconte dans le détail la façon dont il a tué. Il s'est vanté de ses crimes. Il en a parlé comme si ça lui procurait du plaisir. La presse l'affuble d'un surnom dont il a dû toujours rêver. Le vampire de Cracovie. Je pense qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme de quelqu'un de vraiment extraordinaire. Mais il s'agit là d'un esprit vraiment malsain. Le terme vampire a été employé, non seulement parce qu'il a tué, mais aussi parce qu'il a bu le sang de ses victimes. Il a dit ouvertement que lorsqu'il tuait ou mutilait ses victimes, il prenait beaucoup de plaisir à lécher le sang de la lame du couteau. Je crois qu'il a vraiment aimé qu'on l'appelle le vampire de Cracovie. C'est quelqu'un qui a en lui quelque chose de narcissique, qui veut être remarqué, qui pense qu'il mérite d'être remarqué, qu'il a le droit d'être loué par les autres. Et je pense que ce surnom, le vampire de Cracovie, lui confère un statut particulier. J'imagine que c'est très important pour lui. Peu après son arrestation en juillet 1966, Carol Cott, 19 ans, participe avec joie à la reconstitution de ses crimes. Les reconstitutions font partie des procédures et il y a de nombreuses raisons de les faire. L'une des plus importantes, c'est qu'une reconstitution est l'une des façons de déterminer si la personne qui prétend être le tueur l'est vraiment ou s'il s'agit de quelqu'un qui ne fait que chercher la gloire. Cela permet de vérifier si les faits concordent avec les preuves retrouvées. Ça vous permet d'être plus sûr.
Une reconstitution peut être utile. Ça permet de rafraîchir la mémoire des témoins. Cela mène parfois à de nouvelles preuves. Mais je pense qu'il en a tiré plus de satisfaction que quiconque. On peut dire, je crois, qu'il dirigeait tout le spectacle. Il conseillait la caméraman, indiquait où mettre les projecteurs. Je vais partir de là. Il ne faut pas que les lumières soient là, sinon vous ne verrez rien. Il dirigeait tout. Il était sur un piédestal. C'était un moment important pour lui. Il y avait une foule de policiers autour de lui, une foule de gens, et il a pu commencer à se montrer. Un des policiers lui a demandé s'il ressentait la même chose. Il lui a répondu que c'était exactement pareil, à un détail près. Le policier lui a demandé ce qui manquait, du sang. Si les policiers doutaient de la culpabilité de Carol Cott, la réaction du jeune homme pendant les reconstitutions achève de les convaincre. C'était évident qu'il l'avait fait. Au cours des 5 reconstitutions, il a tout raconté. Montré le moindre détail, expliqué comment il procédait. Il n'a exprimé aucun remords. Il était fier de ce qu'il avait fait. Il a décrit la série de meurtres. Il a même montré comment il avait léché le sang sur la lame du couteau après avoir commis l'homicide. Carol Cott est jugée à Cracovie le 3 mai 1967. Cott était encore au lycée quand il a tué. Il a été jugé pour 2 meurtres, 10 tentatives de meurtre et 4 incendies criminels. Le tout commis avant ses 20 ans. En plus de ses attaques au couteau contre les 2 enfants et les 3 femmes âgées, Carol est également poursuivie pour les nombreuses autres vies qu'il a voulu prendre par le feu ou le poison. Évidemment, tout le monde était sous le choc. Sa famille et ses amis étaient effarés de voir qu'une personne aussi innocente, d'une si bonne famille, puisse faire des choses aussi horribles. Au total, 64 personnes témoignent au procès. Beaucoup viennent pour décrire un jeune homme agréable. Au début, tout le monde le défendait. Non seulement sa famille, mais aussi ses professeurs. Son entraîneur du club de tir a même écrit une lettre pour montrer son soutien au jeune homme et le défendre. Mais le comportement de Carol au tribunal choque à la fois amis et ennemis. Le jeune homme qui a tué 2 innocents et qui a tenté d'en tuer beaucoup d'autres se réjouit de la situation. Il était joyeux, il riait. Quand ses amis témoignaient, il leur faisait signe. On pouvait le voir sur les films tournés dans le tribunal. Il était fier de pouvoir faire le spectacle, tel un acteur, d'être au centre de l'attention. Il était même fier de ce qu'il avait fait. Cela m'horrifie. Pendant le procès, Cott montre du mépris pour la douleur et les souffrances qu'il a infligées à des innocents. Au procès, il a fait preuve d'un mépris total à l'égard de ses victimes et de leurs familles, d'un manque absolu de remords. Et cela ne me surprend pas du tout. On est face à quelqu'un qui ne se soucie que de lui-même. S'il avait pitié, ce ne serait que de lui-même. Il serait seulement navré de s'être fait prendre. On ne peut avoir aucune compassion pour quelqu'un comme lui. Il ne se soucie pas de la pagaille qu'il crée. Il se soucie juste de ce que ça lui apporte. Il n'a exprimé aucun remords. Il n'a pas présenté d'excuses. Il s'est simplement figé parce qu'il vivait son propre fantasme. Il voyait sa vie telle qu'il l'avait toujours rêvée. C'était sa création. Tous ses crimes étaient les siens. Il n'a jamais demandé pardon. Pour lui, c'était des actes légitimes. Tout ce qui lui procurait du plaisir, c'était légitime.
Prendre la vie de quelqu'un d'autre, c'était une façon de s'exprimer pour lui. Il ne se voyait pas comme un criminel. Cott perd très vite famille et amis. S'il n'avait pas été arrêté, je pense qu'il aurait continué à tuer encore plus de gens, de manière de plus en plus violente. C'est quelqu'un qui aimait tuer, qui se réjouissait de dominer les autres. Quand il a commencé à dire que cela lui procurait du plaisir et qu'il continuerait à tuer, ses soutiens se sont tus. Il avoue en détail tous ses crimes. D'habitude, les auteurs de tels meurtres se défendent, essaient de trouver une ligne de défense. Il ne l'a pas fait. Après une série de recours, le 17 mars 1968, la Cour suprême de Pologne reconnaît Karol Kott coupable de 2 meurtres, de 10 tentatives de meurtre et de 4 incendies criminels. Lorsqu'il a été condamné, le juge a dit de lui qu'il était plus dangereux qu'une bête sauvage, parce qu'il était doué de raison. Kott n'était pas fou. Il n'a jamais exprimé le moindre remords pour aucune de ses victimes. À l'âge de 21 ans, Kott est condamné à mort. Le 16 mai 1968, Karol Kott, âgé de 21 ans, a été pendu. Il est mort. Ainsi s'achève l'histoire de ce garçon, d'un lycéen, l'histoire de l'un des criminels les plus maléfiques au monde. Jusqu'à la fin, même après avoir été condamné à mort, il a dit dans une interview que s'il devait être libéré, il tuerait à nouveau. Karol Kott était un psychopathe. Il savait ce qu'il faisait. Il savait que c'était mal. C'est quelqu'un qui a choisi de faire le mal. Il connaissait la différence entre le bien et le mal. Et pourtant, il a choisi de nuire aux autres. Karol Kott a pris pour cible les personnes les plus vulnérables. Il a tué un garçon de 11 ans et une femme de 86 ans et a tenté de tuer d'autres enfants, d'autres personnes âgées. Le mal a pris les traits de ce jeune homme et fait de lui l'un des tueurs les plus maléfiques au monde.